Ça, c'est grave. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, notamment à l'extrême gauche, c'est que, alors là, pour une raison que je ne comprends pas du tout, ils ne font pas la différence. C'est de l'anticléricalisme, à vrai dire, avec les méchants, des fois, j'ai l'impression. Et ils ne voient pas la différence entre les rapports de force qu'il y a. C'est vrai que dans l'histoire de France, le clergé a été un pouvoir contre-révolutionnaire, un pouvoir conservateur. C'est vrai. Mais je suis désolé, structurellement, on peut dire, mais il faut vraiment être buté et se dire que toutes les religions fonctionnent comme la religion catholique, parce que c'est celle qu'on a connue en France, en Europe, et qu'on n'est pas fichu de voir les différences, pour dire que toute religion se vaut. Pour dire que toutes les religions sont organisées sur les mêmes principes. Je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose qui est louche. Je ne sais même pas comment aujourd'hui on peut se dire je suis islamophobe à l'heure actuelle. Alors que ça a servi de moulin à légitimer Marine Le Pen. J'ai entendu quelqu'un sur la télé à l'LCP, c'était, comment il s'appelle? Je crois que c'était Colombani, ça a vérifié, qui a dit ah ben Marine Le Pen, le Front National a changé, ils sont plus antisémites. Ah ben non, ils sont juste islamophobes. Ah mais comme tout le monde, tactique. Ouais, c'est devenu un parti modèle. Ils sont juste plus antisémites, voilà. C'est tout, mais islamophobes, mais comme les autres. C'est pas grave, ça ne choque pas. Je vais dire un mot quand même sur. Moi j'aurais tendance parfois à voir le verre à moitié plein plutôt que moitié vide. Comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, la question de l'islamophobie, à droite, elle ne pose aucun problème, puisque tout le monde est d'accord, il y a un consensus islamophobe très fort, jusqu'au Parti communiste. Le Parti communiste, il n'est pas vraiment évident sur le. Enfin, non, le PS, on ne pas pareil. Le PC, il n'y a pas de débat, et au NPA, il y a un débat. Donc, je suis toujours désolée. Il y en a eu aussi au PC au moment de la campagne. Pas autant qu'au NPA. Au NPA, il y a un débat intense. Moi, c'est vrai que j'aurais tendance à penser que les copains ils sont plus au NPA qu'ailleurs. Donc on a toujours tendance à stigmatiser ceux que finalement ont le plus débattu. C'est-à-dire que si, là où ils ont débattu, là où il y a débat, c'est là où il y a le plus de potentialité en même temps. C'est quand même important de reconnaître que là, il n'y a aucune faille pratiquement. Il n'y a pas de faille dans le reste du spectre politique. Il y a la possibilité de... Il y a une vraie volonté de ceux qui se battent au sein de l'NPA. Je connais plein, à Paris, à Lyon, à Marseille, ici à Toulouse. Je sais qu'il y a plein de gens au NPA qui il y a une minorité très active qui s'est vraiment mobilisée contre l'islamophobie. Donc, c'est-à-dire que moi j'aurais plutôt tendance à penser, à voir d'un bon œil, c'est jamais satisfaisant d'un point de vue antiraciste, c'est jamais satisfaisant de voir qu'il y a un débat à l'extrême gauche sur est-ce que, je caricature, est-ce que les filles poilées ont un cerveau? Je caricature. Est-ce que Ilham Saïd a le droit de représenter le NPA? La peau, elle me faisait pitié à devoir tout le temps dire je suis anticapitaliste, j'ai bien dit, j'ai bien signé que j'étais bien contre le homophobie, je suis féministe, je suis ça, parce que c'est quelque chose qu'on ne demande pas aux autres militants, et c'est absolument terrible qu'une militante du NPA, donc si celle-ci rentre au NPA, c'est qu'a priori, comme n'importe quel militant, elle est d'accord avec le programme du NPA. Et donc il y a vraiment une suspicion sur elle, et il a fallu qu'elle dise, qu'elle raconte qu'elle était contre l'homophobie et tout ça. Bref, ouais, c'était quand même pénible, je trouve, c'est très pénible. Mais le fait est que, encore une fois, c'est vrai que je trouve toujours un peu gênant quand on pense ceux qui ont travaillé le plus. Enfin, voilà. C'est juste que je voulais rééquilibrer un peu les choses, parce que je plus envie qu'on tape, disons, sur ceux qui vraiment, chez qui il y a un gros consensus. C'est-à-dire, moi, honnêtement, mais j'ai envie d'être un peu stratégique, c'est-à-dire que j'ai envie de dire que sur, par exemple, ma question à moi sur la question du français, effectivement, il faut voir large, effectivement, il faut que les gens ne soient pas très clairs sur l'islam, l'islamophobie. Sur une question ponctuelle, il faut éviter des débats, il faut travailler avec le maximum de personnes, il faut travailler sur le front large, le plus large possible, et puis ne pas parasiter le débat. Et ensuite, il me semble que c'est à partir de là qu'il y a un terrain favorable pour discuter des questions qui fâchent un peu plus, mais dans un second temps, consolider déjà un premier front, et ça je parle stratégie, pour ensuite, quand on commence à travailler ensemble, il me semble qu'il y a aussi une possibilité d'un futur ensemble.
Donc déjà, si sur une question facile, les méchants de la griffe contre les indigènes. Pour les indigènes, je trouve que c'est difficile de dire les gentils indigènes. Bon. Mais en tout cas, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire les gentils indigènes, je ne suis pas sûre que ce soit ça le véritable champ, la véritable rhétorique. Bon, pour moi, on est sûr qu'on peut dire les méchants de la griffe. Donc on peut dire les très 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 méchants de la griffe contre cette fille-là, qui parle un peu fort. Voilà. Bon, voilà. L'essentiel, c'est qu'on mette qu'il y a vraiment un vrai méchant. Bon, là-dessus, à mon avis, il y a quand même, il faut... C'est pas un vrai méchant, c'est un vrai fasciste. Oui, non mais... Oui, des vrais fascistes. Mais justement, c'est dangereux. Donc là, à mon avis, c'est ça qui me fait ça. Ça, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas besoin d'inquiéter tous les débats à un moment donné. Il y a, à gauche, il y a un clivage qui est encore existant. Mais je suis d'accord aussi qu'il avance. L'antifascisme. L'antifascisme, écoute, ouais. Par des fachos, il faut dire aux camarades, donc, quand même. Voilà, c'est tout. Après, je ne sais pas ce que ça va donner, moi. C'est sur leurs fondamentaux, pas sur les autres. Ouais, l'idée, c'est de ne pas se tromper d'ennemis. Voilà. Quand on a des alliés objectifs, on essaie de bien sûr. Après, ça n'économise pas tous les débats. Je veux dire, après, bien sûr. Après, sur la question, moi, j'avais envie d'ajouter cette question là, qui semble un peu clivée sur le racisme. Il y aurait le racisme et l'islamophobie. Moi, j'ai tendance à dire que cette question-là, enfin, ces deux questions-là, sont indissociables. Parce que pour moi, l'islamophobie, c'est un moyen encore de domination et un moyen pour asseoir encore un peu plus la domination et le racisme. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que si à minima, on arrive à se mettre d'accord sur l'idée que le racisme est une affaire politique et bien une affaire de domination, je pense qu'on va régler assez vite la question de la religion et la question de l'islam. Parce qu'en réalité, le problème, c'est pas les religions en France. Le problème, c'est l'islam. Voilà. Et ensuite, en premier lieu, d'abord, le problème, c'est les Arabes et les Noirs. Voilà. Et puis, si on peut, j'allais dire, actionner le levier de la religion pour les enfoncer encore un peu plus, parce que ce que disait tout à l'heure, c'est juste, hein, ce que dit Hartmann, quoi. C'est que, de toute façon, islamophobie, pas islamophobie, mais le mot en lui-même, islam, est un problème. Voilà. On règle l'islam comme on règle le problème des retraites et du chômage. Quoi. On dit judéo-chrétien en France, quand même. C'est bien que la limite, c'est l'islam. Oui, moi par rapport aussi à ce qu'elle dit Ouria. Et puis à une époque, on disait l'Europe chrétienne tout court. Et puis à une époque, on parlait de l'Europe chrétienne tout court. Aujourd'hui, c'est l'Europe judéo-chrétienne. Moi, depuis mon enfant, j'ai toujours entendu judéo-chrétien. On n'est pas si vieille que ça. C'est relativement nouveau. Ouais. On n'est pas si vieille que ça. C'est relativement nouveau. Oui, Avant-guerre, on ne disait pas judéo-chrétien. Avant-guerre, ouais, d'accord. Il faut voir d'où ils partent. Le NPA, ils partent de la FCR quand même. Hein. C'est vachement hiérarchisé, vachement. Il faut dépoussiérer, quoi. C'est une vision des Je choses. dirais que t'es une vision. Et j'ai été collée avec vous. Ah. J'ai vu. Ah, tu veux dire qu'on colle bien. On colle bien. Ouais, Ah, tu veux dire qu'on organise. Ouais. Et puis, Mais c'est mieux pour coller. Moi j'ai vu votre livre qui avait été conditionné ça. Oui, par rapport donc à ce que tu dis, C'est ça qu'on va organiser aujourd'hui. Besançon, il avait versé quelques larmes. Parce qu'il s'était fait traiter d'antisémite. Il est obligé. Et alors, il fallait pas. C'est parce que c'est un garçon. Non, non, c'est un garçon. Ça va, Les homophobie, donc Mais lui, il est par pas rapport à ce que sociologue, tu c'est pas dis, Je sais que vous êtes bien. non, mais il a le droit de pleurer. Enfin, franchement, c'est pas parce que c'est un homme qu'il n'a pas le droit de pleurer. En l'occurrence, pour le coup, le NPA, il s'assoit. Moi, j'ai juste envie de constater ça ce soir et de dire que je pense que vous êtes là pour soutenir en vrai. Bah ouais, on va essayer, hein, malgré quelques difficultés. Non, le gars, non, à mon premier ministre, il y a quelques mois déjà. Ouais, mais on a pleuré quand même. Non, mais c'est quand Non, non, On a fait semblant. On n'est pas là pour faire un débat. Voilà. C'est pour dire qu'il a fait gagner tellement d'euros. Ouais, c'est ça, ouais. Je sais que ça n'est pas vrai. Si, tu vois, pour Enfin bon, on n'est pas là pour discuter du NPA. Le débat qu'on posait, c'était pas le NPA, c'est une échelle large, notamment les syndicats. C'est vrai, non, mais moi je pense qu'on parle, c'est bien de parler politique et de parler comment on fait bouger les lignes. Parce qu'on est bien obligé de s'interroger sur la stratégie. Non, moi je pense qu'il faut faire des analyses justes. Voilà.
moi je fais partie de syndicats, Lequel? ceux de Sud. Du syndicat d'ailleurs qui a exclu militant du Front National il y a peu de temps, à Toulouse, adhérent au syndicat. Et ce débat-là n'a absolument à aucun moment traversé rien du tout du syndicat. Le syndicat n'est pas au courant qu'il y avait le procès aujourd'hui. Voilà. Alors, où c'est que c'est resté l'eau? Bon, par ailleurs, c'est le bordel, c'est pas hiérarchisé et organisé comme une l'UNPA. Mais le débat ne traverse pas. Pourtant, moi je crois plutôt à la prédominance du conflit de classe. Ça ne vous surprendra pas. Mais, même si ça nie pas, mais ça nie pas le reste, parce que tout à l'heure, il y a plusieurs conflits, je pense qu'il y en a un qui domine la société capitaliste. Bon. Après, il s'appuie sur le reste. Mais ceci étant, dans les syndicats qui sont censés être au cœur de ce conflit de classe, il y a une quasi-imperméabilité aux autres problèmes. Et ça, bon, ça c'est encore un autre problème mais qu'il faut affronter. Hein. Là c'est pareil, il faut s'y adresser. Voilà, il n'y a qu'une solution, c'est d'aller au débat. Et dans les syndicats, au moins la CGT, SUD, la FSU probablement, l'aspect antifasciste peut jouer. Voilà, il ne faut pas hésiter. Oui, alors je voudrais quand même reprendre ce que tu dis en complément. Notre collectif, on est allé à la rencontre donc, du NPA, pas du PC, des Verts. On est allé à la rencontre du MRAP, de la LDH. On va à la rencontre d'associations féministes pas faciles comme le CIDF et la PIAF. Voilà. Non, mais on y va, mais on fait du forcing, on y va avec des copines, avec un foulard sur la tronche et qui vont dire, ben voilà, ce qu'on a à défendre, c'est pas le fait qu'on est stigmatisé avec notre foulard, c'est qu'on a d'autres choses à vous dire. Et on y va, et on insiste. Tout à l'heure, j'ai encore branché la copine de la PIAF qui était là. Voilà. Non, mais c'est pas grave. Non, mais pour expliquer, pour dire notre copine. Ensuite, on bosse avec, par exemple, on milite avec le DAL, on milite avec ESNA, on milite avec des associations et des collectifs. Je veux dire, nous, on va à la rencontre. C'est pas nous qui ne voulons pas, c'est les autres qui ne nous veulent pas. Des fois, on nous veut. Comme le DAL, il y a eu un débat, on a provoqué par exemple un débat à l'interne dans le DAL sur justement le thème de l'islamophobie, parce qu'il y avait eu des réactions islamophobes. Et en fait, il y a eu un débat à 3 reprises. On a demandé qu'il y ait un positionnement par rapport à ce truc-là, par rapport à cette question. Pardon, je peux me fatiguer là. Et maintenant, le DAL vient tous les 2 mois dans une association où on est, dans un local, faire une permanence avec nous sur les questions de logement, mais parce que d'abord, on a débattu en interne avec eux sur la question de l'islamophobie et que ça ne serait pas possible si on n'avait pas débattu en interne, parce que ça entraîne trop de choses aussi sur la question du logement. Hein, une femme avec le niqab, on ne la veut pas à tel endroit, etc. Bon, donc on se positionne, etc., etc. Donc je tiens quand même à insister que nous, ici, sur le terrain, nous sommes des personnes de réseau, nous sommes des personnes de rencontre. On va, toutes les personnes collectives, on va à la rencontre. Et si on ne veut pas nous rencontrer, ce n'est pas nous qui ne voulons pas rencontrer, nous, on veut rencontrer. Et j'insiste. Hein. Voilà. Tu fais peur. C'est vrai que il faut remarquer aussi qu'au point de vue associatif, bon, excusez-moi, je t'ai oublié. Non, mais je te dis, je suis un peu fatiguée, mais aussi avec vous. Vous êtes toujours si. On se rend compte que problème qui, en tout cas, pour les associations, c'est l'islamophobie. Ça, c'est clair et net. On le voit dans les associations, même pour la Palestine, c'est l'islamophobie. C'est un problème, je ne sais pas, c'est assez bizarre. C'est une nouvelle forme de racisme, du racisme anti-noir, anti-arabe. C'est une forme exacerbée de racisme, ça, l'islamophobie. Et je n'arrive pas à comprendre comment ça peut créer tant de problèmes dans les associations. Et la preuve est là actuellement, il s'agit d'un groupe. Depuis les années 80, l'islamophobie, elle n'est pas d'aujourd'hui. Est-ce que la forme est nouvelle ou est-ce que c'est le fait de l'identifier C'est le fait d'en parler maintenant. Mais ce qui est nouveau, c'est la peur de l'islam politique qui a commencé avec la révolution islamique iranienne. Et le trauma. Et bien oui, mais parce que. Il y a des fantasmes, il y a aussi quelques réalités, parce que la gauche française elle est aussi liée avec la gauche internationale. Les mouvements communistes dans le monde arabe ou
ou en Iran se sont fait massacrer par l'islam politique, enfin une partie d'entre nous, parce que bon, encore faut-il. Oui, ben, c'est une réalité ça. Et il y a cette crainte-là à gauche aussi. Et tout ça est mélangé. Et donc il faut détricoter les choses. Oui, c'est un travail de longue haleine, c'est un problème crucial. En plus, en France, Faut parler de choses concrètes. La France, le militant de gauche, il pense qu'il n'y a qu'un Dieu, que les religions c'est tout pareil. On a été au forum de la gauche américaine il y a 2 ans, donc vous voyez un peu ce que c'est, la gauche américaine. Ils trouvaient la France super pour les grèves, tout ça, et puis ils nous ont dit, vous êtes fous avec le voile ou quoi? Ils ne comprennent pas, eux. Mais c'est dans un pays. Parce que nous, on a une histoire différente. La France, elle a colonisé. Pas cette fermeture. C'est le pays où le plus gardé au monde, la France. Mais pourquoi l'islamophobie? Parce que la France est toujours coloniale dans sa tête. Elle ne s'est pas décolonisée, la France. Oui, mais il y a beaucoup de pays où ils sont coloniaux aussi, mais il n'y a pas ce local de ça. Qu'est-ce qu'il y a des problèmes? C'est bon, là c'est l'expression. Bon, il faut pas prendre ce côté vulgaire, mais cette expression, elle dit le vrai problème avec les cons, c'est pas ce qu'ils ignorent, mais plutôt ce qu'ils tiennent pour sûr. Oui. Vous voyez? Probablement. Et quand on dit l'islam, il y a une construction mentale dans la tête des gens. C'est-à-dire, même quand j'entends parler d'un islam politique, islamisme, à titre personnel, je veux dire, c'est dire les islamistes, c'est tous les mêmes. C'est aussi intelligent de dire qu'à gauche, c'est tous les mêmes. À sa partie gauche, c'est tous les mêmes. Il y a des auteurs qui sont très intéressants, politiquement parlant, comme, comment il s'appelle, Ali Shariati. En France, il n'est pas connu. Il n'est pas connu. Alors, vous voulez débattre avec des gens de ce que c'est que l'islam politique. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'Ali Shariati? Non. C'est comme si un communiste voulait débattre avec quelqu'un du communisme, mais il ne connaît même pas l'existence de Karl Marx. C'est incroyable. Mais cette personne est persuadée de connaître le communisme. Il m'arrive une histoire quand j'étais plus jeune. Bon, alors j'étais hospitalisé, et puis dans la même chambre, il y avait un homme. Bon, c'était une personne qui avait tardivement découvert la foi, etc. Bon, il était catholique. C'est une personne qui me dit qu'il a étudié, mais vraiment, on est très ouvert d'esprit. Il a étudié les textes juifs, le bouddhisme, patati, patata. Et il me dit, honnêtement, avec l'islam, je ne peux pas. Ah bon, pourquoi ça? Ben parce que j'ai vu un type à la télé qui a dit je vais tuer des gens pour aller au paradis, et puis une religion qui dit ça, je ne peux pas. Et là, bon, là, je me dis, mais comment ça se fait? C'est-à-dire que si en France, on va dire ouais, ben, tous les prêtres sont pédophiles. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a. Il y en a. Mais si personne dit ça, évidemment, on va lui dire, évidemment, on va immédiatement comprendre, savoir naturellement qu'effectivement, c'est pas tous les prêtres, c'est pas que dès que tu vois un prêtre que les enfants, fuyez-vous de l'autre côté, c'est pas ça. Vous voyez? Les gens, naturellement, comprennent, savent. Mais l'islam, les musulmans, ils s'enfuient tous. Il est là, il y a vraiment un savoir hérité qu'il faut détricoter. Mais je pense que c'est une responsabilité. Et ça, il y a un boulot monstre. Par rapport à l'islamophobie, moi, il me semble que c'est très pratique, ça a décomplexé plein de gens, enfin ça a permis à plein de gens auxquels on avait répété depuis ce racisme que le racisme c'était pas bien, c'était pas gentil, de pouvoir continuer à être raciste, mais en mettant en avant le rejet de cette religion-là en plus. Parce que quelqu'un qui est contre toutes les religions, il ne va jamais dire je suis islamophobe. Il va dire je suis anti-religion, il va pouvoir le développer, penser que c'est pas par la religion que l'homme arrive à son épanouissement, etc. On peut faire des longs débats. Mais d'aucune façon, il va se définir comme islamophobe. Par contre, ça va permettre à tout un tas de gens qui ne peuvent pas assumer parce que c'est gentil, c'est pas bien, c'est pas moral de ne pas aimer les Noirs et les Arabes, et ben là, d'un coup, il va pouvoir se lâcher tranquillement. Parce qu'après, c'est toujours pareil, quand on parle d'islam ici, généralement, on pense arabe.
mais on ne parle pas des Indonésiens, on ne parle pas des Chinois, on ne parle pas de tout un tas de gens dont c'est la religion quand même. Ça, c'est par rapport à l'islamophobie. Après, par rapport à l'histoire de stratégie, créer un front pour lutter contre l'islamophobie, pour tout ça, moi je dois dire que j'attends absolument rien de quelque parti politique que ce soit et de quelque syndicat que ce soit, pas seulement au niveau de l'islamophobie malheureusement, par rapport à tout un tas de choses. Et du coup, j'aurais une question à vous poser. Je ne comprends pas le passage, j'aimerais que vous m'expliquiez le passage du mouvement des indigènes au parti des indigènes. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que vous avez envie de jouer au jeu électoral? Voilà, j'aimerais bien avoir... D'ailleurs, quand je parlais de front, je parlais pas d'islamophobie dans notre débat. Oui. Je parlais du front par rapport à un opposant. Ouais. C'était une occasion facile de faire un front. C'est ça que je disais. Donc effectivement, je pense qu'il y a des possibilités qui sont ouvertes, il faut les explorer. Donc on est parti de mouvement à parti. Moi, je trouve joli pire, hein, le pire est revenu Oui. avec lui, c'est vrai que... Alors, justement, en fait, il n'y a pas de différence entre mouvement et les partis. Ce qu'on faisait en tant que mouvement, on le fait en tant que parti. C'est pas qu'on a une activité nouvelle, et c'est pas que si on était resté mouvement, on ne se serait pas intéressé aux élections. C'est pas ça qui est déterminant. En tant que mouvement, en tant que parti, on peut s'intéresser aux élections comme on peut ne pas s'intéresser aux élections. Pour nous, c'est pas une finalité. Il se trouve que on est souvent abordé par les indigènes sociaux, là où on va dans les villes, sous cet angle-là, les élections, les municipales, etc., etc. Donc nous, on est pragmatique sur ces questions-là. S'il y a des listes autonomes qui se créent, soit on les soutient, soit on en crée nous, on n'a pas de problème avec ça, mais ce n'est pas une finalité. C'est-à-dire que si localement on peut devenir force de pression, force de proposition, n'importe. La politique, elle s'envisage sous 150 000 formes, pourquoi pas? On ne se l'interdit pas. En tout cas, ce qui a déterminé le passage du mieux au pire, c'est non pas ça, c'est le fait que malheureusement, je trouve, on fait le constat qu'il y a un grand déficit. Non pas de conscience politique, c'est pas la question. Il y a un grand déficit en termes d'organisation politique dans les quartiers. Et quand on va voir les indigènes sociaux, tout de suite tous ils nous disent « Mais pourquoi on ne fait pas un parti ?» Quand on dit qu'on est une organisation politique, il y a plein de gens qui ne comprennent pas. On est une organisation politique. Oui, non, on ne comprend pas. Quand on dit qu'on a un parti politique, on comprend. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est ce qu'on fait en tant que mouvement, on le fait en tant que parti inversement. C'est pas ça, c'est-à-dire qu'on est plus facilement lisible. Ni plus ni moins. Et par ailleurs, effectivement, il y a le slogan. Alors évidemment, c'est le petit truc en plus, c'est pas ça qui détermine. Mais c'est vrai que le slogan, pour nous, on peut faire un parallèle entre un autre slogan fameux, socialisme ou barbarie. Il y avait une alternative. Soit c'est le socialisme, soit c'est la barbarie. C'est vrai, c'est toujours le cas. Eh bien, le pire est à venir, c'est aussi cette alternative. Le pire, le parti anticolonial, décolonial, nous disons c'est l'avenir, alors ensuite dans décolonial, depuis longtemps. Pour nous décolonial, parce que souvent on nous dit mais l'anticolonialisme c'est un des piliers de l'anticapitalisme, c'est ce que nous disent les copains gauchistes, de gauche, et nous on dit mais si vous considérez que l'anticolonialisme est un des piliers du capitalisme, donc ça veut dire que nous on lutte contre un des piliers, donc on affaiblit la structure. Donc vous devez nous soutenir, vous êtes contents qu'on existe. Donc ils nous reprochent d'exister, alors que nous on le dit justement, si on lutte déjà contre un des piliers, vous devriez être très contents de notre existence. Donc effectivement, dans décolonialité, dans le mouvement décolonial, moi je peux y lire l'anticapitalisme, mais je ne sais pas si tout le monde est capable. Nous, c'est vrai qu'on n'utilise pas le vocabulaire marxiste, mais je pense qu'on peut lire l'anticapitalisme pour ceux qui regardent avec plus près ce qu'on fait. Mais c'est vrai qu'on a décidé d'aborder les choses d'un point de vue décolonial, mais dans la décolonialité, ça peut être un grand programme. Et puis la décolonialité, elle est d'actualité dans la mesure où, pour nous, notre histoire, notre histoire, c'est la question des indépendances africaines. On est 50 ans après. Les révolutions arabes, aujourd'hui, nous montrent qu'effectivement, on avait raison de dire que les indépendances n'ont jamais été l'aboutissement la fin du colonialisme, mais le début de la décolonisation, et on continue de décoloniser. Nous, on est toujours dans une période de décolonisation et on continue, encore une fois, les révolutions arabes nous donnent raison.
Donc simplement, je disais, pour revenir au slogan, donc, un parti décolonial, c'est l'avenir. Donc le pire est à venir, avec un seul mot, mais le pire, il est à venir. Le pire est à venir. Il est à venir, il arrive. Je veux dire, on est tous ici des militants politiques, c'est très bien. Bon, alors, juste cette année, rien que cette année, on va pas chercher, besoin de chercher 10 ans en arrière. Le Japon, crise écologique, la crise économique, les assauts financiers, la corruption, cette fausse alternative PS droite, ce continue. La montée des fascismes, des extrêmes droites en Europe. Ce monde qui est en train qui est en mouvance, on ne sait pas trop, on sait pas où on va. Donc on peut effectivement penser que le pire il arrive. Le pire il arrive, on est tous là, on se demande ce qui va tomber sur la tête. Et on n'est pas les plus mal lotis évidemment, parce que pendant que nous on est là, on essaye de sauvegarder nos acquis, les retraites, les je sais pas quoi, parce que le niveau d'ici c'est les retraites, et je sais pas quoi. Il y a le monde brûle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si des gens parmi nous ont vu le film Brasil. Non, je me souviens d'une scène qui m'a vraiment fascinée, qui est complètement surréaliste. On voit un dîner mondain, les gens ils sont là, ils sont dans un restaurant, ils festoient, ils boivent, etc. Ils font la fête, etc. C'est une scène surréaliste où ces gens sont là en train de faire la fête. Autour dedans le restaurant, il y a une scène de guerre, il y a plein de corps, des cadavres qui s'amoncellent, etc. Donc j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette configuration. Nous, on est encore en train de faire la fête. Hein, on est encore en train de faire la fête, et autour de nous, ça brûle de partout. Ah. Et ceux qui festoient, là, ils sont au milieu, ils disent ah, les retraites, les trucs, machin. Je veux dire, moi, je me souviens du débat sur les retraites au moment où l'Amérique et l'Europe, à un moment donné, se demandaient s'ils n'allaient pas bombarder l'Iran. Bon, alors, cette espèce comment dire, d'être complètement à côté de la plaque. Je veux dire, je ne dis pas que le débat sur la retraite, c'est un débat à côté de la plaque, mais je n'arrive pas à comprendre comment on n'est pas suffisamment saisi par les questions internationales, les guerres, l'Iran, la Syrie, pas. Mais je veux dire, il y a cette espèce de décalage d'opinion. Nous, on est là, on est focalisé sur les questions franco-françaises, de petits acquis, pendant que le monde brûle. Moi, je me souviens aussi, à cette période-là, à la fête de l'UMA. Hein? La retraite en 73, moi, non. Non, comparer une guerre en Iran qui peut générer en guerre mondiale, qui peut dégénérer en guerre mondiale. C'est ça, c'est l'articulation. L'articulation. Quand à la guerre mondiale, voilà quoi. Moi, je me souviens qu'à la fête de l'UMA de cette période-là, il n'y a pas eu un seul débat sur les menaces à la guerre en Iran. Bien, bon, non, mais c'est encore une fois. Voilà. Donc, le pire est à venir. Voilà. Le pire est à venir. Nous, c'est nous. La question, c'est comment on peut faire naître l'espoir, mais en ayant un pied dans les pays du Sud et un pied ici. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas être que ici, c'est pas possible. On est entre les deux, on doit être entre les deux. Je trouve que c'est une curieuse façon d'opposer ces deux trucs. Pour moi, c'est précisément pourquoi je suis dans un parti. Bon, c'est qu'un outil, un parti, peu importe, celui-là ou un autre. Mais il y a un point commun sur ces deux choses que tu viens de décrire. C'est que les deux, c'est-à-dire la population, l'immense majorité de la population de ce pays, indigène ou pas, parce que la question des retraites a touché aussi les chevaliers. C'est plus cruellement encore. Bien plus cruellement, c'est clair. Mais elle l'a touché aussi. Et on a les mêmes ennemis dans ces deux cas. Que ce soit le peuple iranien, ou que ce soit... Excuse-moi, je ne suis pas en train de les opposer. Non, mais... Ici, on a fait sortir des dizaines de milliers de personnes pour les retraites. À mon avis, pas suffisamment, parce que à mon avis, on dépasse des dizaines de milliers. Il y a très peu de mouvements contre la guerre en Iran. C'est ça que je suis en train de dire. Je dis ce que tu veux, mais que le fait de ne pas articuler, le fait de mobiliser des milliers de gens et des centaines de milliers de gens sur des questions hexagonales et de ne pas réussir à faire la même chose sur des questions qui sont liées aux guerres. Mais oui, mais notamment menées par pas lié à la façon dont tu le fais pour moi. C'est la façon, c'est-à-dire quand un mouvement prend une telle ampleur, je reviens plutôt à 68, c'est-à-dire un mouvement des retraites, on a perdu. Hein. Si le mouvement s'était développé, on aurait pu espérer que ça donne à 68. 68, c'est pas que la question du Grenelle et compagnie,
ça a été la guerre du Vietnam, ça a été tous les mouvements de soutien à la colonisation, ça a été des milliers de jeunes militants qui sont rentrés dans ces mouvements par le biais social, mais qui ensuite se sont aussi battus sur l'Algérie, sur la décolonisation, sur le Vietnam, sur d'autres choses. Ce que je veux dire, c'est que on n'a pas intérêt, enfin, ce pourquoi on disait qu'il fallait élargir ce mouvement, que ce soit à travers des trucs ponctuels, mais plus largement, c'est qu'il faut regarder que dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu une tentative de globalisation des luttes, c'est-à-dire qu'il y a eu la question internationaliste aussi bien que les questions sociales, hexagonales ou autres, ça a été des moments précisément le moment où, quand le mouvement ouvrier au sens marxiste, les gens qui bossent et ceux qui ne peuvent pas bosser et qui ont que ça pour manger, ben, ça a été des moments de victoire et de progrès social. C'est les seuls moments où ces gens-là ont commencé à regarder ce qui se passait ailleurs. Et c'est le fameux prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Je trouve que c'est dommage, c'est sûrement pas ce que tu voulais dire, mais je trouve que c'est dommage d'opposer ces deux choses. Il y a tellement de douleur au travail, il y a tellement de douleur, et on ne le constate pas, là tu parles de 68, quand je te parle de maintenant. Non, mais je suis d'accord, mais... Mais le fascisme, il s'est toujours construit sur la destruction des acquis sociaux. Ça ne veut pas dire que la retraite à 60 ans qu'on a perdu quand même au passage. Moi, ma famille, on mourait avant la retraite, avant. Hein. Moi, je suis famille d'ouvriers immigrés aussi. Ils n'arrivaient pas à 65 ans. Non, mais effectivement, les luttes globales, ou la convergence des luttes face à l'avancée, les conditions sociales. C'est les seuls moments où c'est arrivé. Je l'entends parfaitement. Sauf qu'il y en a qui arrivent au 8e étage, de ce fameux ascenseur social, c'est pas comme ça qu'on en doit le nommer, mais je vais l'illustrer comme ça. Et pendant ce temps, il y en a qui arrivent au 4e étage. Et l'écart est constamment maintenu. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'on rejoigne les émancipés sociaux français au 8e étage. Non mais je suis d'accord, moi en tant que femme, je peux te soutenir, parce que les femmes, ça a été pareil. Alors, ça me fait plaisir que... Évidemment, parce qu'on peut faire exactement le même parallèle. Voilà. Mais il faut admettre quand même, à un moment donné, qu'on est sur des formes de lutte qui sont différentes. Voilà. Bien sûr. Elles sont différentes. Non, le fond, il faut parler du fond. La retraite de passage à 60-62 ans, les deux principales victimes sont les travailleurs immigrés et les femmes. Je veux dire, tu sais, on est absolument d'accord. Je ne dénie pas l'importance des luttes sociales, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'à un moment donné, l'idée de la convergence des luttes, elle a largement montré ses limites. Voilà. Elle a largement montré ses limites. Moi, mes parents sont arrivés en France en 62, et comme un tas d'Algériens de l'époque, me semble-t-il, ils n'ont pas rattrapé les Blancs. Ils ne les ont pas rattrapés. Et pourtant, 6 ans après, il y a eu 68. Mais on n'était pas au même niveau. Et là-dessus, je pense que c'est important parce que moi-même, je peux vous dire, j'ai bougé sur la question des convergences des luttes. Je pensais aussi qu'effectivement, parce que j'ai lu aussi le Coran, mais j'ai lu aussi Marx, je pensais effectivement que ça... Et encore que j'ai déconstruit, j'ai relu Marx, j'ai réinterprété Marx, et comme le Coran, il y a plusieurs interprétations, et je pense que pour Marx aussi, il y a aussi pas mal d'interprétations. Ça, il n'y a pas qui m'échappe. Mais parce que non, les schismes, il y en a eu plein. Il y en a eu plein de schismes. Il n'y a pas que dans l'islam, les schismes. Non, mais sur l'idée de la convergence des luttes, notamment, je pense que le paysage politique d'extrême gauche va devoir, à mon avis, pas mal bouger. Mais j'allais dire, c'est la question qui appartient au père. Moi, elle ne me pose pas de gros problèmes cette question-là, parce que je la règle assez rapidement, et puis en plus... Tu la règles comment exactement? Moi, je suis assez admiratif de ceux qui règlent les problèmes stratégiques. C'est-à-dire, à titre expérimental, puisque je suis dans la position, moi, indigène et que je le vis, comme vous êtes une femme, et que, de toute façon, je peux être, on va dire,
pro-féministe, mais je ne serai jamais féministe, on est bien d'accord. Donc, je vous laisse l'entière, comment dire, je vous laisse, je ne sais plus parler, moi aussi je suis fatigué. je veux dire par là que si moi, la question de la lutte matérialiste, féministe, etc., me pose problème, à vous, ça ne changera pas votre avenir en réalité, parce que c'est à vous de vous emparer de cette question. C'est pour ça que je dis que moi je vous laisse. Elle m'intéresse cette question, hein, elle m'intéresse et je vous réponds. Et je dis ça me pose moins de problème à moi qu'à vous. Voilà. Juste un petit mot pour répondre à elle. Je pense que le problème, il n'est pas de s'arrêter aux limites du NPA ou du pire. Le problème, il va falloir l'élargir pour que si on veut que des changements se produisent, quels qu'ils soient, des changements sociaux, des changements politiques, des changements aussi dans la situation quotidienne des indigènes, il va falloir se poser la question stratégique de savoir comment ce débat doit dépasser l'NPA, dépasser le pire, dépasser l'extrême gauche, et effectivement rentrer dans les syndicats pour aller toucher ce qu'on pourrait dire le cœur de la société, parce que c'est avec ces gens-là qu'on va faire bouger les choses. C'est pas nous ce soir on est 30, d'accord, c'est un bon début, mais ça ne va pas suffire. Et moi c'est ça que je crois qu'il est important aujourd'hui de débattre et de. Alors s'il y a des convergences, eh bien c'est maintenant qu'il faut en parler. C'est maintenant qu'il faut dire comment ensemble on va faire pour aller là où on veut aller. S'il semble que dans notre discussion, il y ait quand même des intérêts, plus que des intérêts, des valeurs, des convergences, des intérêts communs. Les intérêts convergents, je suis absolument pour le fait que... C'est ça qu'il faut mettre. Et je pense que c'est ça, c'est ce positif-là qui moi, aujourd'hui... j'ai pas envie de monter au 8e, c'est marrant ça. C'est ça. C'est quoi que tu appelles le 8e étage? Je crois qu'il le droit à la non-émancipation. C'est que je trouve qu'on est vachement bourgeoisie. Mais quand je parlais d'ascenseur social, j'ai absolument j'ai utilisé une très mauvaise expression. On avait compris. Mais vis-à-vis de la convergence, par exemple, il y a quelque chose Oui, moi ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, parce que comme on faisait par exemple référence à 68, moi j'ai une histoire d'émigrés italiens très engagés, donc j'ai eu cette histoire en moi. Et en fait, donc toutes les lois qui ont été votées contre les émigrés avant 1936, en fait, n'ont pas été remises en cause par le Front populaire. C'est-à-dire qu'en fait, 1936, c'est toutes les victoires qu'il y a eu, sauf aucune loi les lois n'ont, comment dire, toutes les lois contre l'exclusion des émigrés, la loi de 32 par rapport au travail, etc., par rapport à ce que tu es en train de dire, là, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des lois qui ont, entre guillemets, alors là, les gens, tout le monde était blanc, sauf qu'il y en avait qui étaient un peu moins blancs que d'autres, ou je ne sais pas pourquoi, en fait, mais en attendant, le Front populaire, il a fabriqué par rapport au prolétariat, tant mieux, hein, des lois qui ont permis plein d'avancées, sauf que les émigrés étaient toujours expulsables, les émigrés ne pouvaient toujours pas travailler, il y avait des quotas de 5%.